La saison régulière vient de toucher à sa fin en NBA, et alors que toutes les équipes se préparent tranquillement pour le play-in tournament et les playoffs, ça nous laisse une fenêtre de tir très courte pour faire le bilan sur la saison passée, avant que les choses sérieuses ne commencent. On a encore vécu une saison régulière incroyable, riche en rebondissements et avec une lutte très serrée au classement à l'Est notamment, et des trophées individuels avec beaucoup de candidats, tous avec des dossiers ultra solides. Mais dans cette vidéo, on va surtout revenir sur les statistiques un peu folles qui ont rythmé le cours de la saison. Entre record all-time, performance de mammouth et anecdotes croustillantes, on a vraiment été servi. Donc asseyez-vous bien confortablement, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et c'est parti. Et on commence tout de suite avec deux équipes qui ont signé un record de la loose cette année. Après nous avoir fait la fin d'un retour au premier plan l'année dernière avec une belle qualification en playoff et l'avantage du terrain en prime, les Knicks se sont complètement effondrés cette année et terminent à la 11e place de la conférence S, synonyme de non-qualification pour les playoffs. Mais c'est pas le record dont je vous parle, non. Les Knicks, ils ont terminé cette saison à la dernière place de leur division, la division Atlantique. C'est la 24e fois que ça leur arrive depuis que la NBA a été créée et c'est un record all-time parmi toutes les franchises présentes dans la ligue. Donc courage aux fans des Knicks quand même, qui ont plus l'habitude de voir leur équipe dans le bas du classement que dans le haut. Et en parlant de fans à soutenir, je crois que vous en doutez, mais ceux qui en ont le plus besoin, c'est les fans des Kings. L'équipe a encore une fois raté les playoffs. C'est la 16e année consécutive et ça aussi, maintenant, c'est un record all-time. La dernière fois qu'on a vu les Kings en playoff, c'était en 2006. Ils étaient que 8e déjà à l'époque et ils avaient perdu au premier tour contre les Spurs de San Antonio. C'est incroyable comme série n'empêche. 2006, ça paraît tellement loin. Rendez-vous compte, il n'y a que 7 joueurs qui jouent encore en NBA aujourd'hui et qui jouaient déjà lorsque les Kings ont disputé leur dernier match de playoff. LeBron, Carmelo, Chris Paul, Dwight Howard, Lou Williams, André Iguodala et Trevor Ariza. Pas les plus jeunes de la ligue et pour certains, la fin de carrière semble très proche quand même. Et ça, c'est clairement la résultante d'une équipe sans réelle direction qui a pendant des années fait des mauvais choix, notamment à la draft où ils ont souvent eu des choix élevés qu'ils ont gâchés sur des joueurs qui n'ont jamais vraiment rien donné. L'exemple le plus récent est bien évidemment la draft 2018 où ils ont drafté Marvin Bagley III alors qu'ils avaient la possibilité de drafter Luka Doncic ou Trae Young. Aïe, celle-là elle fait mal hein. Mais ces ratés à la draft remontent à bien plus longtemps en vérité. Ils avaient par exemple drafté le célèbre bust Jimmer Fredette en 10e choix de la draft, Thomas Robinson en 5e position ou encore Ben McLemore en 7e. Si on regarde sur cette période, il y a eu 16 drafts et les Kings ont eu 11 joueurs qui venaient du top 10 dont 5 joueurs du top 5. Mais malgré tous ces bons pics de draft, ils n'ont jamais vraiment réussi à bien choisir leurs joueurs, bien les développer ou bien les entourer pour créer une grosse équipe. Leur plus grosse prise reste DeMarcus Cousins qui, malgré un fort niveau individuel, n'a jamais réussi à emmener l'équipe en playoff. Ils avaient aussi eu en 5e position De'Aaron Fox qui est aujourd'hui leur espoir pour construire leur équipe. Et très récemment, ils avaient réussi à mettre la main sur Tyrese Haliburton qui présentait un énorme potentiel, mais que les Kings ont décidé de bazarder dans un move de panique pour tenter d'accrocher les playoffs dès cette année, et c'est un joli fail. Franchement, au vu de l'effectif actuel et la manière dont il est géré, je suis même pas sûr que la série de saisons sans playoff va prendre fin l'année prochaine parce que la plupart des autres équipes de la Conf Ouest me semblent avoir soit des effectifs bien plus solides, soit des projets bien mieux ficelés. Bref, si vous êtes fan des Kings, je vous souhaite bien du courage. Si vous êtes fan des Grizzlies par contre, tout va bien pour vous, puisque l'équipe vient de faire une reconstruction express autour de Ja Morant, comme on en voit rarement en NBA, et ils ont même terminé à la première place de la division Sud-Ouest pour la première fois de leur histoire, ce qui laisse du coup Charlotte comme la seule équipe de la ligue qui n'a jamais terminé à la première place de sa division. Les Suns aussi ont battu un record, celui de leur plus grand nombre de victoires sur une saison avec 64. Et c'est aussi un record qui touche directement Chris Paul, puisque c'est tout simplement la 4e fois de sa carrière qu'il fait partie d'une équipe qui établit son record de victoires en saison régulière. Une preuve supplémentaire, s'il en fallait encore une, de son impact très positif dans chacune des franchises dans lesquelles il est passé. C'est donc sous son impulsion que les Hornets, les Clippers, les Rockets et maintenant les Suns donc ont réalisé la meilleure saison régulière de leur histoire. Il est d'ailleurs maintenant, avec ces 4 équipes, le joueur détenant le plus grand nombre de records de franchise. Le deuxième de ce classement, c'est un certain Anthony Johnson qui avait pu participer au record de franchise des Mavericks, des Nets et des Pacers, mais Johnson était un role player remplaçant qui était surtout au bon endroit au bon moment alors que Chris Paul a été central dans chacune de ses équipes. On le sait depuis maintenant quelques saisons et la montée en puissance notamment de Jokic et Embiid, mais les pivots recommencent à avoir la cote en NBA et après une période un peu creuse, leur domination du jeu semble refaire surface et encore une fois on les retrouve aux premières places du classement MVP.
Nikola Jokic a fait une saison qui, statistiquement parlant, est encore plus impressionnante que la saison passée où il avait déjà été élu MVP. Il est le premier joueur de l'histoire à inscrire plus de 2000 points, prendre plus de 1000 rebonds et faire plus de 500 passes décisives sur une seule saison. Ce qui montre encore à quel point il est complet et central dans le jeu de Denver. Il s'accorde même le luxe de battre un second record, celui d'avoir le plus haut PER sur une saison de l'histoire. Le PER, ça veut dire Player Efficiency Rating, et c'est une stat avancée qui prend en compte les points positifs, points, rebonds, contre, etc. et les points négatifs, perte de balles, tirs manqués, etc. et les ajuste en fonction du temps de jeu et du rythme des matchs. Ce calcul complexe, il a pour vocation de résumer les accomplissements statistiques d'un joueur en un seul nombre. Alors, on est d'accord que ça reste une stat avancée et que ce type de stat ne doit jamais être prise toute seule, hors contexte. Mais cette stat-là, elle reste très intéressante pour mesurer l'impact d'un joueur. Et l'impact de Jokic cette année, il était incroyable avec un PER de 32,8. Pour comparer, le PER le plus élevé de Jordan ou LeBron est de 31,7. Celui de Curry, MVP unanime en 2016, est de 31,5 et le deuxième de ce classement n'est autre que Giannis Antetokounmpo, cette année aussi. Ça veut quand même dire qu'on a cette année, lors de la même saison NBA, deux mecs qui se placent en termes de production générale aux deux premières places de ce classement devant des Wilt, Jordan, LeBron et compagnie. C'est complètement fou. Et on a dans un style complètement différent, Joel Embiid, qui va se battre avec les deux gars qu'on vient de citer pour le titre de MVP de la ligue. Son PR n'est peut-être pas all-time, mais lui aussi a beaucoup affolé les compteurs. Il termine le meilleur scoreur de la saison avec 30,6 points par match. C'est le premier pivot depuis le Shaq durant la saison 1999-2000 à terminer le meilleur scoreur de la ligue et c'est surtout le premier pivot depuis Moses Malone en 1981-82 à terminer avec plus de 30 points de moyenne. Et il a aussi établi le record de nombre de matchs à plus de 40 points et 10 rebonds sur une saison avec 13, égalant ainsi l'ancien record détenu par Bob McAdoo lors de la saison 1975-1976. Cette course au MVP cette année, elle était vraiment complètement folle avec beaucoup de joueurs qui ont vraiment été au top. Et on a un autre joueur qui aurait pu faire partie de cette course folle tant son niveau individuel a été impressionnant. Malheureusement, le niveau collectif a été tellement catastrophique qu'il ne peut bien évidemment pas être dans la course. Il s'agit de LeBron qui a brillé individuellement malgré la pire saison de sa carrière sur le plan collectif. Il a réussi à scorer 50 points dans un match cette année, ce qui fait qu'il réalise l'exploit d'avoir scoré 50 points dans un match dans 3 décennies différentes et rejoint ainsi le seul autre joueur à l'avoir fait dans sa carrière, Michael Jordan. LeBron a également amélioré cette année le record de sa meilleure moyenne au scoring avec 30,3 points par match et il a continué son ascension dans la liste des meilleurs scoreurs all-time en dépensant Karl Malone et en récupérant la deuxième place du classement avec pour seule cible Karim Abdul-Jabbar. Et franchement, vu le niveau qu'il a montré cette année à 37 ans, à moins d'une énorme blessure, je vois pas comment il pourrait ne pas aller chercher ce record. Il lui manque 1326 points pour le dépasser. Pour info, cette saison, LeBron il a scoré 1695 points en ne jouant que 56 matchs. Donc c'est très probable qu'il batte le record dès la saison prochaine. Même en imaginant que sa production baisse un peu et qu'il ait quelques pépins physiques comme cette année, en scorant 25 points par match, ce qui est, disons-nous-le, largement dans ses cordes, il ne lui faudrait que 53 matchs pour battre le record. Donc comme dit, s'il ne se blesse pas trop, il devrait le battre et même grandement l'améliorer en fonction du nombre d'années supplémentaires qu'il pourrait jouer. Par contre, il faut aussi le souligner, mais avec seulement 33 victoires, c'est le pire bilan de sa carrière. Pire que ça, malgré des performances all-time, il n'a pas réussi à tirer son équipe vers le haut. Il a également enregistré du coup le pire box plus-minus de sa carrière avec moins 2,1, ce qui veut dire que les Lakers, ils encaissaient plus de points qu'ils n'en mettaient lorsqu'il était sur le terrain. Chose plutôt rare pour LeBron parce que c'est seulement la deuxième fois de sa carrière que cette valeur est négative pour lui. Et la seule autre fois, c'était lors de sa saison rookie. Et en parlant de rookie, parlons un petit peu de ceux de cette année. Comme déjà évoqué dans une précédente vidéo, Josh Giddey a battu le record du plus jeune joueur à avoir réalisé un triple-double à seulement 19 ans et 84 jours. Un record qui a pas mal changé de détenteur récemment puisqu'il a été battu 4 fois lors des 5 dernières années par Lonzo Ball, Markelle Fultz, LaMelo Ball et donc Josh Giddey, alors qu'il n'avait été battu que 2 fois en 38 ans avant cela par Lamar Odom puis LeBron James. Jalen Green, lui, qui a fait une saison en dents de scie en alternant le bon et le moins bon, a tout de même réussi à montrer quelques flashs de génie, notamment en scorant plus de 30 points, 5 matchs d'affilée, ce qui est une chose plutôt rare. Un seul joueur en fait a réussi à faire mieux dans toute l'histoire de la NBA, Allen Iverson, qui a lui scoré plus de 30 points lors de 6 matchs d'affilée. Durant cette belle saison, on a aussi eu pas mal de matchs indécis qui se sont décidés dans les dernières secondes, voire carrément au buzzer, et 2 records ont été battus sur ce sujet. Le premier, c'est celui de DeMar DeRozan que j'ai déjà évoqué dans une précédente vidéo, qui est d'avoir réussi l'exploit de réaliser 2 buzzer beaters pour gagner une rencontre dans 2 matchs d'affilée et en plus dans un back-to-back. 2 buzzer beaters à 24 heures d'intervalle, ça c'est plutôt incroyable.
Et l'autre record concernant les buzzer beaters cette saison, c'est celui du tir le plus lointain pour gagner un match. C'est lors d'un match qui opposait les Pelicans au Thunder. Il y a 110-107 pour les Pels et il reste 4,5 secondes à jouer au moment de la remise en jeu. La balle est donnée à Shai Gilgeous-Alexander qui réussit à rentrer un shoot quasiment du logo pour égaliser et offrir une prolongation à son équipe. Mais c'est pas ce shoot là dont on veut parler. Il reste 1,4 secondes à jouer. Pas de temps mort pour les Pels, impossible de marquer pour eux. Ok, pas impossible apparemment. Devonte Graham nous sort un tir au buzzer depuis son propre camp, depuis sa propre ligne à 3 points. 18,5 mètres de distance du panier adverse pour égaliser alors que personne à part lui n'y croyait. Un shoot qui rentre directement dans la légende et qui devient instantanément le buzzer beater le plus lointain de l'histoire de la NBA. Allez, on termine avec quelques stats en vrac pour la route. Zach LaVine va participer à ses premières playoffs. Il était le joueur en activité ayant joué le plus de matchs en NBA sans y avoir participé. 478 matchs joués sans playoff, c'est beaucoup. Mais cette série noire est enfin terminée pour lui et il passe du coup le flambeau à Buddy Hield qui lui ne participera pas aux playoffs cette année et qui avec 467 matchs au compteur devient donc le joueur en activité ayant fait le plus de matchs sans participer à la post-season. Malgré le fait que les meilleurs scoreurs de la ligue soient Embiid, LeBron et Durant en termes de points par match, le joueur qui a mis le plus de points lors de cette saison au total, c'est Trae Young avec 2155 points marqués. Et là où c'est très fort, c'est que c'est également lui qui a délivré le plus de passes décisives avec 737. Le fait qu'un joueur soit premier au nombre total de points et de passes la même année n'était pas arrivé depuis la saison 1972-1973 lorsque Nate Archibald avait également réussi cet exploit. Fred VanVleet est devenu le 5e joueur de l'histoire de la ligue à être sélectionné pour un All-Star Game sans avoir été drafté par une équipe. C'était un énorme accomplissement et une très belle histoire de revanche pour un gars à qui personne n'a voulu faire confiance lors de la draft 2016. Si vous voulez plus d'infos sur ce point ou sur les autres joueurs ayant réussi cet exploit, vous pouvez aussi regarder la vidéo complète que j'ai fait sur ce sujet. Tyler Herro lui termine la saison avec 20,8 points par match et devient donc seulement le 5e joueur à scorer plus de 20 points par match en sortie de banc. Et pour finir, une petite stat un petit peu taquine qui me fait rire, mais James Harden est devenu le joueur all-time ayant raté le plus de 3 points dans sa carrière, qui est encore loin d'être fini, donc il devrait améliorer encore ce record. Et voilà donc pour le résumé des stats de cette saison, n'hésitez pas à rajouter dans les commentaires les stats et les moments qui vous ont marqué. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure manière de me soutenir et de ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, les chauffeurs de banc, je vous dis à la prochaine. Ciao.